Parfait. Euh, Nous accueillons aujourd'hui le professeur Christophe Meun et j'aimerais le présenter avant. C'est euh, c'est mon chef de service, c'est un professeur en cardiologie, chef de service à Avicenne, grand expert des biomarqueurs cardiaques. Euh, il est à l'origine du groupe de travail de la Société française dans ce domaine. Il a beaucoup publié sur la question. Je travaille avec lui et je vois jour après jour, euh, je le vois jour après jour faire et défaire des diagnostics en regardant juste la biologie. Et il va nous présenter aujourd'hui les marqueurs de risque chez les diabétiques, mais n'hésitez pas à poser à la fin d'autres questions parce que c'est un vrai puits de science. Professeur Christophe Meun, à vous. Écoute, Nabil, merci beaucoup pour ton petit mot d'introduction qui me touche énormément. Moi, je voulais juste dire que c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. On est une équipe de cardiologie où je pense de très bon niveau. On s'entend bien. C'est un vrai plaisir au quotidien. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, eh ben, ça me fait plaisir de rencontrer tes anciens collègues et amis. Alors, je vais commencer. Euh, Nabil vous l'a dit, en fait, j'adore les marqueurs biologiques. Et j'ai essayé, j'ai perdu mon diaporama, 2 petites secondes, je suis désolé. Je vous vois tous, mais je vois Nabil, mais j'ai plus mes diapositives. Donc, je voulais dire que j'essaye, euh, je ne vais pas parler que des marqueurs biologiques, justement pour limiter mon défaut principal. Donc, on va parler du niveau de risque chez les diabétiques. Et c'est plutôt ça que je vais essayer de développer. Alors, vous allez voir, ce topo, il est volontairement extrêmement polémique. En fait, bon, rien n'est faux, hein, mais je grossis, j'exagère un peu le trait de certaines choses. Et donc, c'est juste pour nous faire discuter après. Alors, je vais vous présenter un cas clinique, et donc il faudra une personne qui se dévoue. 50 ans, une hypertension artérielle limite, non-fumeur, un diabète de type 2 qui a été diagnostiqué il y a une dizaine d'années en médecine du travail, et j'ai mis 11 ans volontairement. Il est traité par metformine et sulfamide. Vous voyez une surcharge pondérale, hein, il n'est pas obèse, il est juste en surcharge pondérale. Pardon, une pression artérielle à 139,95. Et puis, je vous donne quelques examens biologiques. Je vous donne des triglycérides à 3,30 g, hein, c'est un vrai bon vivant, un LDL cholestérol à 1 gramme. Euh, J'aimerais savoir comment vous calculez son niveau de risque. Est-ce qu'il est modéré? Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est très élevé? Qui veut prendre la parole? Nabil, ça va être à toi, hein. Allez les jeunes, répondez. C'est court. On va laisser aux jeunes de répondre. Allez, répondez. Je vous propose modéré, faible, élevé, très élevé. Il y a quelqu'un qui parle là ou pas? Ou c'est... Non? C'est court alors. Alors, on va dire élevé. Élevé. OK. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a des scores de risque. Donc maintenant, on a des scores pour plein de choses. Et donc, je vais vous montrer quelque chose. Le diabète, c'est 11 ans. Si j'avais mis 9 ans, c'était à risque modéré. Donc, vous voyez bien tout de suite,
Les risques, les calculateurs de risques, on peut les utiliser, c'est même plutôt pas mal, mais il faut être conscient de ses limites. Il y a des valeurs seuil qui ne correspondent à rien en clinique. Donc vous imaginez, à 9 ans, vous êtes un sujet sain et à 11 ans, vous êtes un grand malade. Deuxièmement, le LDL cholestérol est à 1,09. Alors, je vais vous montrer, malheureusement, aujourd'hui, on veut nous faire utiliser non pas le LDL, mais le non-HDL. Et 1,09, si j'avais mis 0,99, c'était un patient à faible risque. Et si je mets 1,09, c'est un patient qui est haut risque, là encore. La dernière chose, c'est l'hypertension artérielle. Hypertension artérielle limite, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais des hypertendus ou des non-hypertendus. Et en l'occurrence, ce patient, 139,95, là encore, il est hypertendu, à condition que ça soit vérifié par des mesures ambulatoires. Si j'avais mis 139,89, il ne l'était pas. Et donc, son niveau de risque changeait complètement. Alors, avant, entre guillemets, c'était facile. C'était facile. Il y a très longtemps, on disait on compte les facteurs de risque sur les doigts, ça permet d'évaluer le niveau de risque. Et à 3, on est considéré à très haut risque. Et puis en 2019, on nous a dit, bon, attention, les diabétiques à faible risque, ça n'existe pas parce que le diabète, ça multiplie par 3 essentiellement la maladie coronaire. Donc ils seront soit à risque modéré, soit à très haut risque, soit à risque élevé. Et donc le risque modéré, nous, on ne les voit pas, ces patients à l'hôpital, c'est les diabètes de moins de 10 ans qui n'ont aucun facteur de risque. Les patients qui sont à très haut risque, c'est les patients diabétiques et qui ont une atteinte cardiaque, ou bien qui ont 3 facteurs de risque ou plus. Et puis, si vous n'êtes pas à risque modéré ou à très haut risque, vous êtes à haut risque. Donc, l'essentiel des patients est plutôt à haut risque ou à très haut risque, et ce patient, il était à risque élevé. Là où ça se complique, c'est 2021, on a toujours 3 catégories de risques. Et puis, si vous regardez dans la colonne de droite, dans le risque élevé, on vous dit que vous pouvez calculer un autre risque, un autre score, pour essayer d'affiner le diagnostic. Ça commence à être un peu compliqué. Et puis, par contre, ça c'est une bonne chose, on rajoute l'atteinte rénale comme étant un marqueur de très haut risque, soit l'insuffisance rénale, avec un DFG à moins de 45, soit chez les patients qui ont plus, avec une microalbuminurie ou une protéinurie significative. Et vous voyez, la microalbuminurie, dès que vous avez un RAC, c'est un rapport albuminurie sur créatinurie à plus de 30 mg par gramme, on considère que c'est une atteinte rénale qui va complètement bouleverser le pronostic. Et puis, 2024, alors 2024, de manière étonnante, on nous rajoute une catégorie à bas risque. Et puis, vous voyez apparaître partout, globalement, on pourrait établir le risque. Eh ben, c'est soit j'ai une maladie cardiaque, soit je vais me baser sur un autre score, qui est le score 2. Et les atteintes des organes cibles, donc c'est comme tout à l'heure, soit l'insuffisance rénale à moins de 45 de DFG, soit la microalbuminurie, ou bien d'autres atteintes microvasculaires. Et donc le score 2, je vous le montre, eh ben, c'est cette espèce d'usine à gaz. Donc vous avez un score 2 spécifique pour les diabétiques. Déjà, il faut se mettre, est-ce qu'on est dans un pays dont le niveau de risque est modéré ou est très élevé? Donc en Algérie comme en France, c'est niveau de risque élevé, on n'est pas aux États-Unis, donc ça c'est la première catégorie qu'il faut sélectionner. Ensuite, il faut se mettre chez les diabétiques, deuxième catégorie, et puis ensuite, il faut regarder si on est le score 2 chez les non âgés ou si on est sur le score de all person, parce que ce n'est pas le même niveau de score. Et puis, dernier enquiquinement, vous voyez, on ne raisonne plus sur le LDL cholestérol, qu'on a tous appris depuis 30 ans, mais sur le non-HDL cholestérol. Alors, le non-HDL cholestérol, c'est probablement très intelligent de raisonner là-dessus, sauf que tout le monde a appris sur le LDL cholestérol. Et d'ailleurs, dans ses recommandations de 2024, les recommandations d'instauration de traitement et d'objectifs
sont toujours basés sur le LDL cholestérol. Donc ça montre soit une schizophrénie des auteurs, soit une tentative de bouleverser les mentalités, mais en y allant doucement. Donc quoi qu'il en soit, ben, aujourd'hui, pour évaluer le niveau de risque d'un patient diabétique, il nous faut un ordinateur. Alors, je vais vous montrer maintenant un certain nombre d'éléments clés. Premièrement, donc je vous ai dit l'albuminurie, c'est un facteur de risque majeur. 30% des diabétiques sont albuminuriques. Donc, il faut rechercher systématiquement l'albuminurie et le rapport albuminurie sur créatinurie. 30%, c'est également l'objectif de baisse de l'albuminurie à atteindre dès que vous avez un patient diabétique. Donc, non seulement il faudra équilibrer le diabète, mais il faudra donner des traitements pour cette atteinte rénale. Troisième 30, c'est 30 ans de recherche cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Alors, si je suis méchant, je vais dire qu'ils n'ont servi à rien. Et si je suis un peu plus réaliste, je vais dire qu'on a supprimé un certain nombre d'examens qui pourtant étaient systématiques. Par contre, on a amélioré considérablement le pronostic des patients. Alors, je vous montre avec un tout petit peu plus de détails. Donc, les plus anciens connaissent ça. Quand vous étiez ou quand vous aviez un patient diabétique, il fallait rechercher l'ischémie myocardique silencieuse. On considérait que le fléau chez les diabétiques, c'était la maladie coronaire. Il y avait cet adage que la maladie coronaire chez le diabétique est asymptomatique, ce qui est faux. Elle est asymptomatique chez 30%. Pour information, elle est asymptomatique chez 19% des non-diabétiques. Donc il fallait chercher les patients qui l'avaient étaient à plus mauvais pronostic. Vous voyez le fameux SMI positif, vous aviez plus de mortalité cardiovasculaire ou plus de taux d'infarctus. Donc ça, c'était la règle. Comment est-ce que l'ischémie était recherchée? Elle l'était par scintigraphie. Donc il y avait ce dogme, tous les diabétiques ont une scintigraphie. Il y a un premier médecin endocrinologue français qui avait essayé de faire une étude qui s'appelait Dynamite pour essayer de voir si la scintigraphie était utile. Et en fait, les diabétologues étaient tellement persuadés que faire une scintille sauvait la vie de leur... Et le pauvre, il s'est retrouvé avec une quarantaine de patients inclus. Et il a fallu attendre 6 ou 7 ans après que les Américains fassent cette étude. Et donc, ils ont pris 1100 patients diabétiques, ils les ont randomisés. Dans un cas, je ne fais pas d'examen systématique. Dans l'autre, je fais une scintigraphie systématique. Par contre, dans tous les cas, j'interroge le patient, je mesure les facteurs de risque et je les traite. Notamment, je traite le LDL cholestérol à l'époque s'il est à plus de 1 gramme par litre. Et vous voyez le résultat, globalement à l'échelle de la population, que vous fassiez une scintigraphie ou pas, ça ne change strictement rien sur le pronostic. Et le critère, c'était le taux d'événement cardiaque global. Donc la conclusion, arrêtez de faire une scintigraphie, ça ne sert à rien. Alors les diabétologues ne se sont pas démontés. Ils ont dit, puisqu'on nous interdit de faire la scintigraphie, on va faire un scanner coronaire. C'est plus intelligent. On va s'intéresser à la plaque et non pas à l'ischémie. Et là encore, les Américains font une étude randomisée. Dans un bras, je fais le scanner coronaire. Dans l'autre bras, je ne le fais pas. Et puis, je regarde le taux d'événement. Et quand vous regardez le résultat, aucune différence significative sur le taux d'événement majeur dans le groupe qui a un scanner coronaire ou n'en a pas. Donc là encore, le message,
à l'échelle de la population entière de diabétiques, ça ne sert à rien de faire un scanner coronaire. Alors la suite, je pense que vous l'imaginez, ils se sont dit, et si on faisait un score calcique? Et aujourd'hui, tous les diabétologues proposent le score calcique. Là encore, une étude récente, 46 000 patients qui ont eu le fameux score calcique, la mesure de l'index de pression systolique pour la recherche de l'artérite, le bilan biologique ou pas de score calcique. Et vous voyez, P égale 0,06. Pas de chance. L'étude est négative. L'étude est négative, alors les défenseurs du score calcique disent « Ah mais oui, c'est presque 0,05 ». Et moi, si je veux être honnête, je leur dis « Attendez les gars, vous avez mis 46 000 malades et il n'y a pas de 5 ans, il n'y a pas de différence significative ». Et quand on regarde un peu plus en détail les résultats, pourquoi il n'y a pas de différence sur le taux d'événement? Parce que les gens font un score calcique, mais ne changent pas leur prise en charge après. Ils n'intensifient pas le traitement. Et on peut imaginer que si le traitement avait été intensifié, alors il y aurait eu une amélioration du pronostic. Et pourquoi avec la scintille, on n'avait aucune chance de le montrer, par exemple, parce que quand vous avez une scintille qui est positive chez un diabétique, il n'y en a que 50% qui ont des lésions coronariennes. Donc, tous les examens sont à jeter à la poubelle, entre guillemets, à l'échelle d'une population globale. Peut-être que chez certains sous-types à risque particulièrement élevé, ça pourrait être utile. Et je tempère un tout petit peu mon propos. Le scanner, le score calcique, pourquoi pas? Ça ne coûte pas grand-chose, c'est non invasif, mais à condition, et à cette condition seulement, que le traitement soit changé derrière en fonction du résultat, et qu'on sache aussi qu'on peut avoir un score calcique à 0 et faire un authentique infarctus dans les 10 jours qui suivent. Donc c'est vraiment un screening de risque global. La deuxième chose qui m'interroge beaucoup, c'est quel est le risque réel des patients diabétiques aujourd'hui. Et donc, il y a une équipe suédoise qui a fait plusieurs publications dans le New England. Donc, vous voyez, ils ont 500 000 patients, c'est une énorme cohorte. Et puis, ils ont regardé comment étaient pris en charge les diabétiques, quel était le niveau de risque entre 1998 et 2014. Et ce qu'ils ont montré, l'évolution, c'est que les facteurs de risque ont été contrôlés. Les patients fumaient moins, le LDL cholestérol était plus bas, il y avait une augmentation très large de prescription des statines, la pression artérielle était contrôlée ou elle l'était de plus en plus, et les patients avaient des traitements antihypertenseurs, plusieurs, et la recherche de microalbuminurie était beaucoup plus souvent faite. Le résultat, ça a permis de diminuer de moitié le nombre de décès par maladie coronaire. Et quand on regarde ce qui reste aujourd'hui, la mortalité, eh ben, si vous regardez en haut à gauche ce que j'ai mis selon les facteurs de risque et en haut à droite le taux d'infarctus du myocarde, ce qui est particulièrement intéressant, si vous contrôlez les facteurs de risque, il n'y a plus de, et quand je dis facteur de risque, ça comprend l'équilibre du diabète, il n'y a plus de surrisque de maladie coronaire par rapport à une population appariée non diabétique. Pour l'AVC, c'est difficile parce que c'est beaucoup moins fréquent. Et par contre, pour l'insuffisance cardiaque, vous voyez, même ceux qui n'ont pas de facteur de risque, donc c'est la deuxième ligne, ils ont un surrisque
de développer de l'insuffisance cardiaque, et notamment les patients de plus de 65 ans. Et bien évidemment, si vous rajoutez un facteur de risque, cette différence, elle devient extrêmement importante, et quel que soit l'âge. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui menace le plus les patients diabétiques, grâce au progrès de la médecine depuis ces 30 dernières années, c'est l'insuffisance cardiaque. Alors, pourquoi l'insuffisance cardiaque? Je crois que j'ai mis une diapo sur la physiopathe après, mais il faut savoir que euh, le glucose est toxique et que l'insuline est toxique aussi. Et donc, en fait, c'est un peu paradoxal, mais euh, plus vous êtes diabétique mal équilibré, donc plus vos chiffres de glycémie sont élevés, plus vous avez de toxicité. Et la réponse naturelle, qui est l'hyperinsulinisme, qui d'ailleurs au bout d'un moment ne sert plus à rien parce qu'il y a une insulinorésistance, cet hyperinsulinisme, il est toxique. Et donc, sur ces diapositives, eh ben, regardez, euh, les facteurs de risque, et notamment l'hémoglobine glyquée qui est en rouge, c'est un facteur de risque beaucoup plus puissant aujourd'hui de survenue d'insuffisance cardiaque que de survenue d'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est en haut à droite, donc on est plutôt entre 1,5 et 2. Et pour l'insuffisance cardiaque, les concentrations élevées d'hémoglobine glyquée, eh ben, ça multiplie par plus de 3 le risque de développer de l'insuffisance cardiaque. Et c'est bien sûr le facteur le plus puissant, plus que le cholestérol et plus que la pression artérielle. Donc, la synthèse, les fléaux des 5 dernières années chez le patient diabétique, c'est l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, enfin, ou l'atteinte rénale, je devrais dire, ou les deux. Et quand on regarde dans les études, euh, en fait, ça marche dans les deux sens. Environ 30% des diabétiques ont une insuffisance cardiaque et 40% des insuffisants cardiaques sont diabétiques. Alors, j'ai tout un tas d'études. Je vous ai déjà montré l'hémoglobine glyquée dans le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, ça se vérifie aussi. Vous voyez, ça multiplie par 4 la survenue d'insuffisance cardiaque. Et en fait, le diabète, il va cumuler tous les mécanismes qui vont concourir à la survenue d'insuffisance cardiaque. On a à droite de l'écran la macroangiopathie, c'est-à-dire la maladie vasculaire, notamment coronaire. Donc, vous avez l'athérome qui augmente, l'infarctus qui va altérer la fonction cardiaque. Vous avez également une augmentation de prévalence de l'hypertension artérielle qui est liée au terrain. Vous avez également une augmentation de la fibrillation auriculaire, là encore liée au terrain, hypertendu, obèse. Vous avez l'atteinte rénale et vous avez aussi la microangiopathie, c'est-à-dire que vraiment l'atteinte des euh, euh, microvasculaire du diabète qui entraîne une authentique cardiomyopathie diabétique. Et cette cardiomyopathie diabétique, elle peut être à fraction d'éjection préservée, mais aussi à fraction d'éjection altérée. Et en fait, dans la cardiomyopathie diabétique, dont la définition aujourd'hui, c'est présence d'insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection, en dehors de toute maladie coronaire importante, eh ben, elle peut être fraction d'éjection préservée ou altérée. Ça, c'est ce que je vous disais. Donc, chez nos patients insuffisants cardiaques, vous voyez, on est entre 30 et 35%, et dans l'insuffisance cardiaque aiguë, on est plutôt à 40%. Alors, comment il faut faire pour dépister cette insuffisance cardiaque? Je pourrais faire comme ce qu'ont fait les diabétiques il y a quelque temps, c'est proposer une écho systématique. Donc, dans cette étude, 600 malades de plus de 60 ans, ils avaient un examen clinique avec un interrogatoire standardisé, un électrocardiogramme, une échocardiographie, et vous voyez, ils ont détecté 28% d'insuffisance cardiaque dans cette population. Donc, ça marche, et pourtant, je ne vais pas vous le recommander.
je ne vais pas vous le recommander parce que, vu la prévalence du diabète, ça paraît totalement déraisonnable de proposer une écho à tout le monde. Euh, Ça, je vais passer. Et moi, je vais vous proposer, Nabil vous l'a dit, et je ne vais quand même pas tout supprimer, mais de mesurer des marqueurs biologiques. Et le premier marqueur biologique que je vous propose, ce sont les peptides natriurétiques, soit le BNP, soit le NT-proBNP. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'algorithme de suspicion d'insuffisance cardiaque, ils sont en première intention comme outil, soit pour éliminer l'insuffisance cardiaque, soit pour considérer qu'elle est possible. Alors, il y a eu plusieurs études. Les plus anciennes, vous voyez, elles ont quasiment 20 ans. Hein. Et donc, les auteurs avaient regardé si les peptides natriurétiques euh, permettaient de prédire le taux d'événements cardiovasculaires. Et alors, dans cette étude, ils avaient regardé la présence d'albuminurie et la concentration de NT-proBNP. Et ce que vous voyez, en fait, si le NT-proBNP est élevé, il y a plus d'événements et en gros, la microalbuminurie ne sert plus à grand-chose parce que le NT-proBNP écrase le résultat. Alors, la valeur seuil était très basse, elle était à 62 nanogrammes par litre. Et puis, alors, il y a eu plusieurs études qui ont été faites que je vais vous montrer, mais il y a cette étude que j'aime beaucoup, qui est la concentration de NT-proBNP et l'effet des inhibiteurs du SGLT2. Vous savez que les inhibiteurs du SGLT2, j'ose pas dire nouvelle classe, mais cette classe d'antidiabétiques qui existe depuis très longtemps et qui est considérée aujourd'hui comme des traitements de l'insuffisance cardiaque, en fait, ils ont montré chez les diabétiques qui prévenaient l'apparition d'insuffisance cardiaque. Et quand on regarde chez qui ils préviennent l'apparition d'insuffisance cardiaque, les patients qui ont un NT-proBNP bas, si vous leur mettez un inhibiteur du SGLT2, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que leur risque naturel est bas. Par contre, si leur concentration était élevée, eh bien oui, on va voir, ça diminue le bénéfice. Et on a la même chose pour la troponine. Donc, on voit apparaître que le NT-proBNP, ça pourrait être peut-être un marqueur de détection de l'insuffisance cardiaque. Peut-être même que ça pourrait la prédire. Et en tout cas, ça permettra finalement d'adapter les traitements. Et dans cette étude, qui est un peu plus récente, la valeur seuil qui était proposée, c'était 125 nanogrammes par litre, qui au passage est la valeur seuil qui est reconnue dans la détection de l'insuffisance cardiaque chronique ou de la dysfonction ventriculaire gauche. Et dans plein d'études, c'est toujours la même valeur seuil qui sort. Nous, on l'avait publié dans les maladies de système comme la sclérodermie systémique, on l'avait publié dans les maladies neuromusculaires dégénératives, c'est à chaque fois 125 qui sortait. Et quand vous avez un NT-proBNP à moins de 125, globalement, vous n'avez pas d'événement cardiovasculaire. Alors 50 mois, c'est probablement très exagéré, mais si on regarde 10 mois ou 20 mois, on a une tranquillité, il n'y a pas d'événement cardiovasculaire. Et ça, c'est valable même si le patient est microalbuminurique. Et à l'inverse, si le NT-proBNP est élevé à plus de 125, vous avez un surrisque d'événements cardiovasculaires. Et s'il a en plus la microalbuminurie, alors là, c'est la catastrophe. Et c'est 50% de décès à 3 ans et demi. Alors, une autre étude, et c'est sur celle-là que je vais moi proposer finalement ma réflexion. Vous prenez des diabétiques non sélectionnés, vous mesurez le NT-proBNP. S'il est à moins de 125, vous voyez, la valeur prédictive négative est de 98%,
C'est-à-dire qu'il y a 98%, en fait, c'est 97,6%, il n'y a aucun événement cardiovasculaire dans l'année. Ni insuffisance cardiaque, ni infarctus, ni AVC, ni quoi que ce soit. Et donc, ça en fait un outil, bah, finalement, non pas de détection, mais de prévision et d'une maladie cardiovasculaire au sens large. Et donc, ça veut dire qu'un diabétique, aujourd'hui, eh ben, il faut lui mesurer, si on lui fait un bilan biologique, on va lui mesurer le iono, on va bien sûr lui mesurer l'hémoglobine glyquée, on va lui mesurer la fonction rénale et mon fameux RAC, rapport albuminurie sur créatinurie, et on va lui mesurer le NT-proBNP, un ECG, et si c'est moins de 125, c'est au revoir monsieur, au revoir madame, à l'année prochaine. Et après, si la concentration est plus élevée, eh ben, bien évidemment, vous allez détecter des événements cardiovasculaires. Et donc là, vous voyez par exemple, à 12 mois, 1,2% de mortalité, dès lors qu'on est à plus de 125. Et puis ça augmente de manière exponentielle. Et puis, plus il est élevé, plus la dysfonction sera plutôt de type fraction d'éjection réduite que fraction d'éjection conservée. Alors, quand on regarde les différents modèles, vous voyez, NT-proBNP et troponine écrasent tous les modèles et ils sont indépendamment associés à la survenue des événements cardiovasculaires. Alors, ce qui sort quand même à chaque fois, hein, c'est l'insuffisance rénale, l'atteinte rétinienne, les anomalies de l'électrocardiogramme et puis ma troponine ou mon NT-proBNP. Et la valeur seuil pour une troponine, alors tout dépend de celle qu'on utilise, mais si on utilise la T de Roche, la valeur seuil est à 14 nanogrammes par litre. Alors maintenant que j'ai dit ça, ou finalement j'espère vous avoir convaincu que j'ai un outil de détection de l'insuffisance cardiaque, mais aussi de prédiction, comment est-ce que je vais faire en pratique? Alors je reviens aux recommandations. Les recommandations nous disent, ben, globalement, si c'est un patient très âgé, c'est-à-dire plus de 85 ans, le taux d'hémoglobine glyquée qu'il faut viser, c'est de moins de 8,5, parce que il faut à tout prix éviter l'hypoglycémie. Si c'est un patient qui est plus jeune, le taux d'hémoglobine glyquée cible, c'est 7%. Et on nous dit surtout, il faut privilégier les médicaments qui ont prouvé un bénéfice cardiovasculaire et les médicaments qui ne donnent pas d'hypoglycémie. Donc ça veut dire qu'on peut virer en gros les biguanides qui n'ont jamais montré de bénéfice, on peut virer les sulfamides qui n'ont jamais montré de bénéfice et qui donnent des hypoglycémies, et on peut virer de la première intention les inhibiteurs du DPP4. Et globalement, on va se retrouver avec les inhibiteurs du SGLT2. Alors, en France, on a la dapagliflozine, qui est le Forxiga, et l'empagliflozine, qui est le Jardiance. Ces deux médicaments, alors il y en a un autre qui avait été dans les essais, qui est la canagliflozine, mais qui ne sera jamais commercialisé. Et en fait, dans tous les essais, les inhibiteurs du SGLT2 ont montré qu'ils prévenaient l'apparition d'insuffisance cardiaque chez les diabétiques. Ils ont également montré qu'ils prévenaient l'apparition de l'insuffisance rénale chez les diabétiques. Et puis, ils se sont avérés aussi être des traitements curatifs de l'insuffisance cardiaque, que ça soit à fraction d'éjection altérée, moyennement altérée ou préservée. Tout à l'heure, je vous avais montré les concentrations de peptides natriurétiques et les essais sur les inhibiteurs du SGLT2. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais quand vous avez un NT-proBNP très bas, et ben en gros, que vous soyez sous placebo ou dapagliflozine, il n'y a aucun effet. Il n'y a aucun effet parce que le risque est bas. Et par contre, si le NT-proBNP est supérieur à 125, et ben là, il y a un véritable effet, mais parce que le risque cardiovasculaire, il est élevé. Et lorsqu'on fait une méta-analyse, et ben vous voyez, globalement,
les diminutions d'événements cardiovasculaires sont importantes. Alors là, il y a une petite faute c'est pas 45%, hein, c'est 14%. 14% d'événements cardiovasculaires au sens large, 13% de mortalité cardiovasculaire, 27% d'infarctus, mortalité toute cause, on est significatif à 10%. Voilà. Et puis l'insuffisance rénale, pareil, un vrai bénéfice avec, je me suis trompé encore dans mes calculs. Deuxième traitement, les analogues du GLP-1. Et là, en fait, on peut même dire qu'on a un traitement préventif de la prévention. Les analogues du GLP-1 sont des antidiabétiques. Je crois que j'ai mis des diapos après. Ça diminue le risque d'atteinte cardiovasculaire. Mais en fait, ça va même être actif chez les patients obèses qui ne sont pas encore diabétiques. Et ces analogues du GLP-1 font baisser le poids, diminuent la pression artérielle et du coup diminuent le taux d'événements cardiovasculaires, que ce soit taux global, qui est significatif. Et puis, ça diminue aussi la survenue d'insuffisance cardiaque. Donc aujourd'hui, on nous dit les inhibiteurs du SGLT2, c'est une recommandation de classe 1A. Les analogues du GLP1, c'est une recommandation de classe 1A chez les patients diabétiques et cardiopathes, entre guillemets. Et puis, on nous dit également que c'est même indiqué pour prévenir l'apparition des événements chez ceux qui n'ont pas encore la cardiopathie. Et donc, comment il faut les traiter? Eh bien, vous voyez, chez les patients à haut risque et à très haut risque, en première intention, c'est inhibiteur du SGLT2, analogue du GLP1, et si ça ne suffit pas, on a le droit à ce moment-là de rajouter de la metformine. Mais la metformine n'est plus du tout en première intention. Le seul cas où elle persiste, c'est chez les patients à faible risque, voilà, probablement pour garder les autres en réserve, et puis pour une histoire de coût, parce que le coût de la metformine, ça coûte quelques centimes d'euros, c'est journalier, c'est vraiment rien. Et puis, il n'y a pas que ça. Donc, vous avez les agonistes du GLP-1, les inhibiteurs du SGLT2 pour réduire le taux d'événements cardiovasculaires indépendamment du taux de glucose. Vous avez les inhibiteurs du SGLT2 pour réduire l'insuffisance cardiaque, et y compris chez ceux qui l'ont aussi. Et puis, pour la prévention de l'atteinte rénale, les inhibiteurs du SGLT2 et les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Et celui qu'a le vent en poupe, c'est la finérénone, qui est un antagoniste non stéroïdien, donc qui donne beaucoup moins d'effets hormonaux généraux et qui donne également moins d'hyperkaliémie. Donc, cette dernière classe, la finérénone, il y a eu plusieurs études qui ont... alors, les critères de jugement, ils sont croisés. En fait, c'était soit un critère de jugement rénal comme critère principal et un critère de jugement secondaire cardiovasculaire, soit l'inverse. Et dans les deux programmes, Fidelio ou Figaro, il y a eu un bénéfice rénal et cardiovasculaire. Donc voilà exprimé avec les courbes de Kaplan-Meier. Et je vous montre le bénéfice cardiovasculaire. 14% de réduction relative, ce n'est pas fulgurant, mais c'est en plus des autres traitements. Et la différence est significative. Avant-dernier volet, la prise en charge des lipides. La prise en charge des lipides avec une évolution des recommandations. Et je vous disais tout à l'heure, les recommandations d'introduction des traitements et d'objectifs sont toujours sur les concentrations de LDL cholestérol. Et donc, vous voyez un patient à très haut risque, c'est moins de 0,55 g par litre de LDL cholestérol, c'est-à-dire comme la prévention secondaire
après un syndrome coronarien aigu. Un patient à haut risque, c'est 0,7 g par litre. Et un patient à risque modéré, c'est moins de 1 g par litre. Et là encore, ça va améliorer la mortalité. Dernier volet. J'ai parlé du NT-proBNP tout à l'heure. Il y a une étude qui est quasiment trop belle pour être vraie. Elle s'appelle Pontiac. Pontiac, elle a été publiée il y a 10 ans et il y a un Pontiac 2 qui est en cours. Je ne sais pas s'il va aller jusqu'au bout, mais il est en cours. En fait, les investigateurs ont pris des diabètes de type 2 asymptomatiques qui avaient une hémoglobine glyquée en moyenne, vous voyez, de 7%, qui avaient une pression artérielle modérément élevée et qui surtout avaient un NT-proBNP à plus de 125 nanogrammes par litre. Et ils les ont randomisés dans un groupe IEC plus bêta-bloquant systématique. Dans l'autre groupe, prise en charge au choix de l'investigateur, qui avait le droit de mettre des antihypertenseurs. Et donc, regardez, 300 malades seulement, donc ça fait 150 dans chaque groupe, et au bout de 2 ans, une réduction du critère principal, qui était hospitalisation et décès cardiovasculaire. Alors, quand on regarde un peu en détail les résultats, les décès cardiovasculaires, il n'y a pas de modification significative, et c'est essentiellement, ou ce sont essentiellement les hospitalisations qui sont diminuées. Alors, j'ai bien envie d'y croire, hein, j'ai juste un doute. Pour moi, 300 malades seulement, 2 ans seulement, une réduction du taux d'hospitalisation avec des IEC et des bêta-bloquants, en sachant que beaucoup avaient des IEC dans l'autre groupe. Bon, je suis un peu sur la réserve, et c'est vrai que j'attends quand même l'étude de confirmation. Alors, cette étude de confirmation, elle va être faite avec les mêmes méthodes, hein, IEC bêta-bloquant, et malheureusement, c'est probablement pas ce qu'il aurait fallu faire, mais aujourd'hui, ça serait plus éthique, mais on aurait pu imaginer un groupe avec, je ne sais pas, de l'Entresto, des inhibiteurs du SGLT2 versus une prise en charge standard. Mais aujourd'hui, se passer des inhibiteurs du SGLT2, ça devient non éthique. Alors, pour conclure, le dépistage et la correction des facteurs de risque, et j'ai bien dit des facteurs de risque et pas de la maladie coronaire, ça a permis de réduire le taux de SCA de 50%. La prochaine étape, c'est la détection et surtout la prévention de l'insuffisance cardiaque. Vous avez vu, tous les mécanismes contribuent à la survenue de l'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques, que ce soit la microangiopathie, la macroangiopathie, l'hypertension, tout y contribue. J'espère que début 2025, vous aurez les résultats d'une étude à laquelle le docteur Nabil Bendaoud a participé, qui est l'étude METAB-EARTH, où on a inclus 1500 patients qu'on a screenés sur la clinique, sur les marqueurs biologiques, pour la détection de l'insuffisance cardiaque, et puis ensuite phénotyper l'insuffisance cardiaque avec l'écho, avec l'IRM, et puis voir un critère de morbimortalité à 1 an. Donc les résultats, on devrait pouvoir les publier en 2025. Si vous ne faites pas de screening, vous ignorez 30% des insuffisants cardiaques. Pour faire ce screening, ce n'est pas l'écho, c'est les peptides natriurétiques en première intention. Et la valeur seuil, c'est 125 nanogrammes par litre pour le NT-proBNP. Ça a une valeur prédictive négative de 97,6% à 1 an. Donc, c'est rendez-vous l'année suivante. Et puis, la dernière étape, qui est souvent celle qui manque, et qu'on reproche aux marqueurs biologiques, c'est est-ce que c'est un outil pour faire beau dans le dossier et puis c'est tout, ou est-ce que c'est un outil qui va nous permettre de modifier le traitement? Vous avez vu, on a quand même Pontiac 1 qui nous dit à une concentration de peptide natriurétique,
correspond une adaptation thérapeutique. Et puis, bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais on utilise la valeur prédictive négative. Si la concentration est élevée, eh ben, il faudra faire l'écho, mais on aura quand même un filtre qui aura réduit de 70% les demandes d'échographie. Donc, avec mon NT-proBNP, la boucle est bouclée, je diagnostique l'insuffisance cardiaque, je la prédis à 1 an et je peux même décider de l'intensification du traitement simplement sur la base de cette concentration. Voilà, je vous remercie et puis je suis à votre disposition pour les questions. Nabil, il y a des questions sur le chat. Nabil, tu peux poser à notre invité les questions. Nabil, Alors, si je prends le chat, oui, vous avez des questions si je là? prends le chat, Oui. alors il y a un premier commentaire à 19h03 en calculant l'ACR. J'imagine que c'était sur les facteurs de risque. Il y a une autre question. Quelle est la place des inhibiteurs du SGLT2 et des agonistes du GLP1 dans la prévention du risque très élevé calculé par score de diabète sans atteinte cardiovasculaire élevée? Eh bien, ils sont recommandés en première intention. Si on veut affiner le choix thérapeutique entre SGLT2 et agonistes du GLP1, eh ben les inhibiteurs du SGLT2, c'est systématique. Voilà. Par contre, ce ne sont pas les meilleurs antidiabétiques du monde. Et donc, le plus souvent, ça ne suffira pas à contrôler le diabète. Et dans ces cas-là, les agonistes du GLP1, ce sont les deuxièmes qui ont montré une diminution du risque cardiovasculaire. Donc, pour moi, en première intention, c'est inhibiteur du SGLT2. Et en deuxième, c'est agoniste du GLP1. Je rajouterai quelque chose. Si votre patient est obèse, les agonistes du GLP1, vraiment, il faudrait me menacer pour ne pas les mettre. Est-ce qu'il y a des recos là-dessus? Oui, il y a les recos conjointes de la Société européenne de cardiologie et de diabétologie. Est-ce que la diminution de l'onde E au Doppler tissulaire mitral peut motiver pour mettre les inhibiteurs du SGLT2? Alors, les inhibiteurs du SGLT2, pour moi, ils doivent être systématiques, sauf chez le patient à faible risque. Le deuxième commentaire, c'est la dysfonction diastolique asymptomatique. On n'a pas de recommandation. On n'a pas de recommandation. Et puis, en plus, on ne sait pas bien la mesurer. C'est-à-dire qu'au gré des conférences de consensus sur l'écho, les critères changent. Voilà. Donc, me baser sur l'onde E' à la mitrale, pour moi, ce n'est pas suffisant. À quelle fréquence on dose le peptide natriurétique? Alors, chez un patient asymptomatique, mais qui a des facteurs de risque, un diabétique par exemple, moi je le mets tous les ans. Voilà. Comme la valeur prédictive négative, elle est extrêmement forte à 1 an, je le mets tous les ans. Si on me posait la question, est-ce que je l'utilise chez mes patients insuffisants cardiaques? Bah oui, je l'utilise pour optimiser le traitement et en fait, je le mesure à chaque consultation. Un petit rappel, dans le bilan biologique, je vous ai parlé tout à l'heure du iono, de l'hémoglobine glyquée, de la fonction rénale au sens large, du NT-proBNP, de mon fameux RAC. Je ne sais pas interpréter un peptide natriurétique sans mesure de la créatinémie, hein. C'est produit par le cœur, c'est éliminé par le rein, donc je ne sais pas l'interpréter si je n'ai pas une stabilité de la fonction rénale. Alors, je ne sais pas si vous allez poser la question après, mais on dit que la concentration de NT-proBNP diminue chez les obèses. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ça devient, alors à moins de 35 de BMI, c'est pas significatif, mais à plus de 35 et surtout plus de 40, en fait, ça divise par deux la concentration de NT-proBNP par un mécanisme qui est assez inconnu.
en fait, il y a une diminution de synthèse des peptides natriurétiques BNP et NT-proBNP. Je continue à faire défiler ou quelqu'un veut... Oui? Oui, continuez, continuez. Alors, quelle est la place de Vous avez l'aspirine encore des questions. Vous avez encore des quelle est questions. la place de l'aspirine dans la prévention primaire? Eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous avez deux grosses méta-analyses. Il y en a une qui dit qu'il ne faut pas le mettre et une qui dit qu'il faut le mettre. Voilà. Donc, chez les patients à très haut risque, c'est pas scandaleux de mettre de l'aspirine. Et puisqu'on est sur l'aspirine, on peut utiliser les faibles doses. Mais chez les patients coronariens diabétiques, il y a un warning sur les faibles doses d'aspirine. En fait, in vitro, les diabétiques ont une sensibilité, enfin, les plaquettes des diabétiques ont une sensibilité moindre à l'aspirine. Et il y a plusieurs études qui sont en cours pour savoir si c'est un retentissement clinique. En gros, s'il ne faudrait pas mettre 160 mg minimum d'aspirine chez le coronarien diabétique, voire 250. Donc, notamment l'équipe de Lariboisière est en train de faire une étude là-dessus. Clopidogrel dans ce cas, clopidogrel. C'est une alternative. Mais bon, les études ont été faites avec l'aspirine, hein, en prévention primaire et en prévention secondaire. euh, Pareil, c'est l'aspirine qui est en monothérapie, essentiellement pour un problème de coût, hein. On va être honnête. L'aspirine, c'est quelques centimes. Alors, il est intéressant de faire un screening de masse par le dosage des NT-proBNP, mais comme vous dites, faire une écho-cœur parfaitement détaillée, faisant appel aux outils de déformation, permet d'établir un score de probabilité d'apparition d'insuffisance cardiaque. Volume de l'oreillette gauche et son strain, machin, tout ça c'est vrai. Mais ça veut dire que vous allez faire une écho à je sais pas, 5 millions de personnes. Voilà. Donc, c'est totalement irréaliste. Totalement irréaliste. Et le NT-proBNP, ça permet en fait 2 tiers des diabétiques, ou peut-être un tout petit peu moins, ont un NT-proBNP inférieur à 125 et font pas d'événements. Donc, réduire d'1 tiers la population à qui je dois faire de l'écho, ça me semble là beaucoup plus pertinent, d'autant plus que le taux d'anomalie sera plus grand euh, et que du coup, j'aurai plus de gens à traiter. Et si je veux être vraiment provocateur, euh, euh, on n'a aucune preuve qu'il faille traiter qu'on un strain de l'oreillette un peu abaissé, alors que pour mon NT-proBNP, j'ai au moins une étude qui me dit que s'il est élevé, j'ai un traitement qui marche. Est-ce que vous mettriez un inhibiteur du SGLT2 pour un non-diabétique qui ne fait pas d'insuffisance cardiaque, mais qui a des peptides natriurétiques élevés? Non. En fait, il y a plein de causes hein, à l'élévation des peptides natriurétiques. Ce sont des marqueurs des contraintes qui s'exercent sur les parois cardiaques. Et donc, je peux vous citer un certain nombre de maladies cardiaques ou extracardiaques qui les élèvent. Par exemple, pour les maladies cardiaques, la fibrillation auriculaire, enfin n'importe quel trouble du rythme supraventriculaire. Parce qu'en fait, c'est synthétisé par les cardiomyocytes des ventricules, mais aussi des auricules. Si vous avez une hypertension artérielle qui n'est pas contrôlée, les peptides natriurétiques seront élevés. Si vous avez certaines maladies des gros vaisseaux, et ben pareil, vous aurez des peptides natriurétiques élevés parce que les fibroblastes des parois artérielles synthétisent aussi des peptides natriurétiques. Euh, la femme enceinte synthétise des peptides natriurétiques, encore plus quand elle est en pré-éclampsie, mais elle synthétise des peptides natriurétiques. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de causes cardiaques et extracardiaques, et encore, je n'ai pas tout dit. Il y a bien sûr l'insuffisance rénale. Donc, aujourd'hui, simplement ce marqueur, sorti de toute maladie, n'est pas une indication à un traitement. Voilà. Par contre, un NT-proBNP chez un diabétique, c'est une indication à un traitement, et un diabétique, ça suffit aussi pour le traiter. Est-ce qu'on retient le NT-proBNP comme seul outil de prédiction d'événements chez le diabétique?
Et qu'en est-il du score calcique? Eh bien, tout dépend de ce qu'on veut prédire. Mais le NT-proBNP, ça dépiste tout. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été méchant avec le score calcique. Est-ce qu'il faut faire un score calcique? Eh bien, le score calcique, pour moi, il est intéressant chez le diabétique que je juge à haut risque ou à risque moyen. Chez le patient à très haut risque, ça ne changera rien. Son score calcique est élevé. Vraiment, ça ne changera rien. Si vous n'aviez pas mis d'aspirine avant, eh ben, vous en mettrez un peu plus facilement, mais c'est tout ce que ça changera. Chez le diabétique, par contre, à risque modéré ou à risque qui est simplement élevé, oui, le score calcique a sa place, parce que s'il est élevé, dans ces cas-là, je vais intensifier mon traitement et je vais le faire basculer, entre guillemets, dans la catégorie diabétique à très haut risque. Donc, ça veut dire que mon objectif de LDL de cholestérol, c'est 0,55. Donc, ça veut dire que je mettrai l'aspirine alors qu'un autre, non. Donc, euh, euh, est-ce que c'est mon seul outil de screening? C'est mon outil principal. Il y a quand même la créate et le RAC, parce que j'ai un traitement spécifique qui sont les ARM, et puis dans certaines populations, le score calcique. Un diabétique en insuffisance rénale terminale dialysée, quels sont les traitements qu'on peut mettre? Et ben en fait, on peut mettre ce qu'on veut, à partir du moment où il est dialysé. On a le droit à tous les bloqueurs du SRA. Donc, on a le droit de lui mettre les IEC, on a le droit de tout lui mettre. Ensuite, les inhibiteurs du SGLT2, il n'y a aucune étude qui ont été faites, sauf que les diabétologues, les néphrologues commencent à les mettre, et on va avoir un certain nombre de publications, mais ils nous disent que c'est plutôt bien toléré, euh, y compris chez les insuffisants rénaux terminaux dialysés. Donc, on peut le mettre. Bien évidemment, les statines, on peut les mettre. Bien évidemment, l'aspirine, on peut la mettre. Voilà. Y a-t-il des cutoffs de NT-proBNP ajustés à la clairance de la créate? Alors, oui, il y a des ABAC, mais on va juste faire simple. Si vous avez moins de 45 de clairance, et surtout moins de 30, il faut multiplier par 2 le seuil. Voilà, donc c'est plus 125, c'est 250. Quelle est la place de la troponine chez le diabétique? Alors, tout dépend de ce qu'on veut mesurer, hein. Ne me faites pas dire qu'un outil de dépistage chez un sujet asymptomatique va me faire faire le diagnostic d'un SCA. Ça n'est pas vrai. Et par exemple, il y a eu une très belle étude publiée dans le New England d'un Suédois qui s'appelle Homeland, qui a montré que les donneurs de sang qui étaient en parfaite santé, eh ben, il y en avait une certaine partie qui avait des troponines élevées, et quand on les suivait, la mortalité était plus importante. Et pourtant, ils n'étaient pas en train de faire un SCA. Donc, la faible élévation de troponine est un marqueur de souffrance cardiaque à minima. Donc, quelle est la place du dosage de troponine? Aujourd'hui, elle n'est pas recommandée en screening, mais notre fameuse étude MetaBHERT, je ne vous ai pas tout dit, on a fait le NT-proBNP, on a fait la troponine et on a fait toute une série d'autres marqueurs. Pensez-vous que l'épaississement du tissu adipeux paracardiaque comme indicateur et pourvoyeur d'insuffisance cardiaque? Eh bien oui, oui, et il y a un certain nombre de publications, notamment du professeur Emmanuel Cosson, avec qui je travaille sur l'étude MetaBHERT. La graisse péricardique, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire et notamment d'insuffisance cardiaque. Est-ce que la conduite est la même pour le diabétique de type 1? Ils ont été beaucoup moins étudiés parce qu'ils sont moins nombreux et donc ça intéresse moins l'industrie pharmaceutique. Mais oui, en ce qui concerne le risque d'insuffisance cardiaque, c'est le risque principal aujourd'hui chez un diabétique de type 1 qui est bien contrôlé. Et oui, le NT-proBNP, ça permet de détecter l'insuffisance cardiaque. Alors, l'enfant, à part avoir 4 enfants, j'ai aucune expérience de pédiatrie et donc je ne me lancerai pas là-dedans. Je pense qu'on va terminer avec. Y a-t-il des questions orales? Est-ce que quelqu'un veut poser une question avant de
de libérer notre invité, que nous remercions vivement, hein. Merci beaucoup pour votre conférence, pour votre disponibilité. Nabil, ton micro, arrange ton micro. Oui, on t'entend pas bien. Et là, on m'entend? Ouais. Là, on Oui, entend. Là, on t'entend. oui. En fait, je vous attendais le matin pour vous poser une question sur un Ouais, patient qui avait un, ouais, un- j'ai mon genou qui crie famine là. oui, 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 j'ai su. On avait un patient qui avait un diabète de type 1 et qui avait de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et on se demandait si on pouvait lui mettre la dapagliflozin ou pas. Alors, on dit qu'il ne faut pas mettre les inhibiteurs du SGLT2 chez les diabétiques de type 1. Voilà. Parce qu'en fait, ça augmente le risque d'acidocétose. Donc aujourd'hui, c'est dans les contre-indications. Ah, très D'accord, bien. ça reste une contre-indication absolue. Il n'y a pas Ouais, de... ouais, ouais. Ouais, ouais. Et je pense qu'il faut vraiment attendre qu'on ait un peu plus de données dans cette population. Le BNP a-t-il encore une place, le BNP? Simple. Bah, le BNP, on peut faire du BNP, je ne vous ai pas montré les trucs, mais simplement la valeur seuil, c'est 35. Mhm. Mais le principal problème du BNP, c'est qu'en fait, il y a énormément de fournisseurs de BNP, et donc les valeurs seuil ne sont pas les mêmes selon le kit utilisé. Ouais. Pour le Et, prix, et- c'est le et- même, le prix? alors chez nous, c'est la même chose. Ah, d'accord. Chez nous, c'est la même chose. Mais donc, si vous faites un BNP chez le labo Dupont, et ensuite chez Durand, vous n'aurez pas la même concentration. Oui, tout à fait. Oui, Donc, exact. c'est franchement fâcheux. Alors que pour le NT-proBNP, il y a moins de variations. La deuxième chose, c'est quand vous avez des insuffisants cardiaques qui sont traités par Entresto. Donc, Ah oui, Entresto, ah c'est oui, oui, l'association de sacubitril et de valsartan. oui. En fait, le sacubitril, c'est une prodrogue qui va inhiber une enzyme qui bloque la dégradation du BNP. Donc, ça fait augmenter le BNP alors que le malade s'améliore. Donc, on ne peut plus l'interpréter. Oui, c'est bien. Eh ben, monsieur le professeur Bouillon, vous remercie beaucoup pour votre conférence, en espérant qu'il y aura une autre occasion pour vous écouter. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir. Moi, je vous remercie beaucoup pour la quantité de questions qui a été posée. Donc, vraiment, ça me fait un grand plaisir. Alors, on vous laisse le mot de la fin, si vous avez chose à dire. Eh bien, écoutez, voilà, le mot de la fin, c'est vive le NT pro BNP. Pensez à l'insuffisance cardiaque chez les diabétiques. Allez, Et merci pour votre participation. merci beaucoup. Allez, tout le monde. Allez, bye bye tout le monde. Merci. Merci.